Francis Mazières, lorsque nous vous avons demandé de choisir un sous-titre pour cette édition de Cap sur l'aventure, vous nous avez proposé vous-même à la recherche des survivants du déluge. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour ouvrir les feux, préciser la raison de ce choix? Je sais pas, j'ai pensé que c'était plus vrai dans la mesure où c'est une recherche que depuis 20 ans m'emmène au bout du monde, c'est-à-dire dans des lieux, dans des endroits les plus inconnus, à la recherche, si vous voulez, des derniers témoins d'un monde qui est peut-être plus le nôtre, et malheureusement plus le nôtre, mais enfin qui est tout au moins à l'origine. Et ce sont ces survivants de la tradition du déluge, enfin de la tradition mondiale, que j'ai retrouvés, enfin avec lesquels j'ai vécu, soit chez les Pygmées d'Amazon, soit en Amazonie avec les Indiens, soit dans le Pacifique Sud, enfin ailleurs. Et c'est à peu près ça que je voulais à peu près vous montrer, essayer de vous retracer, c'est ces derniers témoins. Voilà. Est-ce qu'il faut vous considérer comme un archéologue, un ethnologue, un cinéaste, un grand voyageur, un Non. explorateur? Vous savez, ce sont des grands mots, tout le monde emploie des grands mots dans la vie. Je suis évidemment archéologue et ethnologue parce que j'ai passé des diplômes. Enfin, je suis simplement un homme qui sent beaucoup plus ces choses en profondeur. L'archéologie, c'est pas une science morte. Pour moi, c'est une science terriblement vivante et que depuis 20 ans, je vis. Et je voudrais avoir 20 ans pour la vie. Vous voyez, je ne conçois pas l'archéologie avec une barbe et sérieusement, je la conçois humainement. Enfin, c'est un autre problème. Je ne vais pas vous poser davantage de questions sur vous-même. Je pense que nous allons apprendre à vous connaître au cours de cette émission. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Et peut-être que Marie-Christine pourrait, elle, pousser sa curiosité un peu plus loin. Francis Mazières, Oui. pouvez-vous me dire quelle fut votre première expédition? Ma première expédition, c'est tout de suite après la guerre. Vous n'étiez pas né, c'est cette chance. C'était donc après la Grande Guerre qui s'est terminée en 1945, où évidemment, où j'avais vécu ces camps de concentration, des choses dont on vous parle. Et je voulais essayer de vivre un autre monde, c'est-à-dire d'oublier qu'il y avait eu des nazis, et essayer de retrouver dans le silence de la forêt en Afrique un monde beaucoup plus pur. Alors, les questions que je posais à mes professeurs étaient toujours, vous savez, vous en posez souvent, vous répondez toujours, essayez d'abord d'être premier, après vous poserez une question. Alors, comme je n'avais pas le temps d'être premier, j'ai été directement chez les Pygmées en emmenant 2 de mes professeurs du Musée de l'Homme. Et alors, nous sommes partis à 12 hommes, sans un sou. À l'époque où vous êtes suisse, moi je suis français. À la sortie de la guerre, la France, il n'y avait rien. On avait des chaussures à semelles de bois, on avait des vieilles chemises, on a quand même fait toute l'Afrique comme ça. Et j'ai vécu 1 an chez les Pygmées, voilà. Malheureusement, je n'ai pas de documents ici à vous montrer parce que tous les documents sur les Pygmées ont été en majorité perdus à l'époque. Vous savez, on travaillait sur des pellicules extrêmement difficiles. Voilà. Et où vous a conduit votre second voyage? Eh bien, alors après, je suis d'abord resté en Europe où j'ai fait d'autres films. Et puis je suis parti avec l'argent de ces films, qui étaient des films, comme vous voyez en télévision, des films normaux. Je suis reparti et j'ai vécu très longtemps chez les Indiens d'Amazon. Et ça, je voudrais vous les montrer parce que c'est une chose qui me fascine. D'abord, je pense que j'ai vu les journaux suisses en arrivant il y a 2 jours ici. J'ai lu un très bel article dans un journal concernant le drame des Indiens en Amazon. Vous savez qu'on continue depuis 3 siècles à assassiner les Indiens. Simplement, on n'en parle pas parce que ce sont des gens, les Indiens, qui savent être silencieux et mourir, comme, si vous voulez, certains juifs dans les camps de concentration qui n'ont pas parlé. Eh bien, ça, il faut que vous le sachiez, vous êtes jeune, l'Amazonie est entièrement assassinée par des gens qui ont ma couleur de peau, malheureusement. Ces Indiens, moi j'ai vécu avec eux, je vais repartir y vivre dans 6 mois. Ce sont des hommes merveilleux dans la mesure où on a avec eux d'abord le minimum de correction que vous avez dans la vie courante ici, et jamais d'armes. Moi je n'ai jamais de fusil. Quand on me dit, mais vous devez, c'est très dangereux, j'ai un poignard à la main, puisqu'on a dans toute la vie, parce qu'en forêt on s'en sert, non pas pour se battre comme des imbéciles, mais pour vivre. Et en plus, je parle la langue des Indiens, ce qui est indispensable. On ne peut pas aimer les gens sans parler leur langue. Si je ne comprenais pas un mot de Suisse ici, je ne pourrais même pas faire une émission. Donc, c'est le premier point. Et secondo, de se sentir dans sa peau. Alors moi, je ne vais pas là-bas, en Amazone, parce que j'ai rien d'autre à faire dans la vie, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans ces pays, qui quittent leur pays natal parce qu'ils sont tellement indésirables chez eux qu'ils vont finir leur vie là-bas. Je vais là-bas parce que j'aime cette vie et que j'adore vivre avec les Indiens. Je trouve que ce sont des gens passionnants, merveilleux et en tout cas plein de délicatesse. Alors si vous voulez, on va essayer de passer quelques images qui vous montreront la vraie vie de ces gens-là. Alors voilà, ça c'est l'expédition que j'ai faite en 1952 et qui a consisté pour la première fois à essayer de franchir et de découvrir le fameux massif des Tumucumac, qui est un grand massif montagneux qui sépare les Guyanes du Brésil. C'est un massif qui était difficile à franchir parce que c'est un no man's land et c'est une région qui était soi-disant très dure. C'est-à-dire que les gens qui avaient été avant moi, soi-disant, n'étaient pas revenus vivants. En plus, là, je partais sur la recherche d'un de mes compagnons qui fut Raymond Mauffret, vous avez peut-être entendu parler, et qui est mort avant moi dans cette région, qui est mort de faim.
Alors voilà les Indiens, vous voyez la beauté de ces hommes, et vous voyez qu'ils n'ont absolument pas l'air agressifs. Ils sont toujours, comme vous voyez, nus. Ils ont toujours les cheveux longs. Ceci est une protection, parce qu'on vit sur les rivières, c'est le moyen de communication, il n'y a pas de route en forêt, et le soleil est terrible sur les rivières. En plus, les cheveux longs, ça protège, et en plus, c'est une chose très sacrée au point de vue religieux, comme les Indiens d'Amérique du Nord ont encore les cheveux longs. Alors le soir, on fait nos campements, vous voyez, sur les rochers qui émergent au centre de la rivière. On fait des trépieds de bois sur lesquels on suspend les hamacs. On dort toujours en hamac pour se protéger des serpents. Et alors en plus ici, évidemment, on est beaucoup plus protégé puisqu'on est au centre de la rivière. On pêche à l'arc et à la flèche. On ne pêche jamais autrement, il n'y a pas d'hameçon. C'est très dur et c'est très beau. On pêche des poissons très gros que vous venez de voir qu'on appelle des pacous. Enfin, c'est notre nourriture de base. Ça, et des perroquets. On mange ce qu'on trouve, du singe, du perroquet, du poisson si on en trouve. Évidemment, tout ça n'est pas très bon, mais ça n'a aucune importance. Quand on est là-bas, on n'y va pas pour faire de bons repas. On y va pour essayer de rester amoureux de la vie, ce qui est assez difficile dans ce petit monde. Alors, vous voyez la beauté de ces hommes. Vous voyez les pirogues avec lesquelles nous montons. Nous longeons, nous passons maintenant le dernier campement où vivent des hommes. Il faut imaginer, vous vivez dans des pays où la population est nombreuse. Là, en Amazone, dans cette région, par exemple, ce dernier village que vient de franchir, il y a 3 individus. Et après, ils font 1 mois et demi de marche pour rencontrer un autre village. Ça vous donne la densité des... Nous avançons lentement au Takari, ce qu'on appelle, c'est une perche de bois. Et là, nous croisons des troupeaux de loutres. Vous voyez, ce sont des animaux, vous connaissez les loutres. Les animaux, il y en a même en Suisse. Mais là-bas, ils sont encore très très nombreux. Et nous croisons un énorme troupeau, je pense, d'une 60aine de loutres. Vous entendez leurs cris du reste. Alors la marche en forêt est évidemment assez dure, enfin, vous le devinez aisément. Soit on doit franchir les marécages à pied, et à ce moment-là, on avance pour 9 heures de marche par jour, d'environ 2 km par jour. On coupe la forêt à la machette, vous voyez que ça ne fait pas beaucoup dans la journée. Et on monte le plus possible en pirogue, c'est notre moyen. Et là, vous voyez, nous longeons, nous passons sous les fleurs d'orchidées que voici, nous longeons la forêt. Et vous allez remarquer tout de suite que le marécage commence de chaque côté, vous voyez, et dès qu'on entre de 5-6 mètres à l'intérieur du marécage, c'est-à-dire en dehors de la rivière, c'est le royaume de Londres. Pour pouvoir filmer, parce qu'il faut quand même un peu d'éclairage, eh bien, je suis obligé d'être sur la rivière. Mais vous regardez bien, dès qu'on entre, tout de suite, vous voyez, après, tout ça devient très noir. Vous entendez des milliers d'insectes, ce sont des insectes d'eau qui vivent là-dedans. Évidemment, on doit aller très prudemment, vous voyez qu'on avance extrêmement lentement, on est tout le temps en surveillance pour les serpents. Ce sont de très belles pirogues qui sont taillées dans un seul tronc d'arbre. On les travaille au feu, c'est-à-dire qu'on les brûle à l'intérieur, puisqu'on n'a que des haches de pierre. Et lentement, la hache de pierre, on enlève le bois brûlé, on arrive à faire... Ce sont des pirogues en plus qui sont très solides, car le bois, quand il a été chauffé, est serré. Ce sont des pirogues qui résistent dans les rapides que vous verrez tout à l'heure. Voilà la forêt. Évidemment, je voudrais vous montrer ça en couleur, parce que tout ça est plein de couleurs. Vous imaginez que toutes ces feuilles, évidemment, sont de toutes les tonalités de vert, vert sombre, vert clair. Enfin, c'est assez magnifique. Et il y a des fleurs d'orchidées, orange, rouge et violette, là-dedans. Vous voyez la densité des marécages, on voit bien qu'à 3-4 mètres, si on entrait, c'est le noir absolu. Du reste, on ne peut pas pénétrer là, enfin. Très difficilement, tout au moins. Alors là, nous montons lentement vers le massif des Tumucumacs, c'est-à-dire que nous montons plein sud avec nos boussoles. C'est territoire inconnu, enfin, c'était à l'époque. Maintenant, c'est survolé par des avions. Mais nous avançons extrêmement lentement. Voilà des bouquets de fleurs d'orchidées, mais vous ne voyez pas exactement la couleur. Et c'est par exemple ça, vous voyez, au milieu de la rivière, ce sont des grappes entièrement oranges de fleurs qui tombent dans la rivière. Vous voyez comme on avance, à l'avant une perche qu'on appelle le Takari, je vous disais, des pagaies, 2 hommes en surveillance pour le matériel technique, car on partait là pour 1 an de forêt, isolé, donc on emmène très peu de choses, on emmène surtout du matériel scientifique pour travailler, très peu de nourriture, on se nourrit en chassant, en pêchant. Nous avions quelques kilos de sel d'avance et quelques médicaments, c'est tout. Et nous apercevons maintenant, au détour d'un fleuve, les premiers contreforts des Tumucumacs. Ce sont ces montagnes, qui ne sont pas grandes, vous êtes suisse, vous avez les plus belles montagnes du monde ici, enfin tout au moins d'Europe. Ce sont des montagnes de 1000 mètres, mais c'est de ces montagnes que partent toutes les rivières qui débouchent sur le bassin amazonien. Toutes les grandes rivières qui font que l'Amazone est la grande rivière du monde. Alors voilà la technique. Pour passer les rapides, qui sont extrêmement durs, vous le voyez, des hommes sautent à l'eau, on jette une corde et on tire lentement la pirogue. Vous voyez, ça, à ce moment-là, on n'avance presque plus dans la journée, car on est maintenant des terrains de rapides, il va en avoir tous les 100 mètres. Hein. Vous voyez la gentillesse des Indiens, ils sourient toujours. Or, c'est extrêmement courageux ce qu'ils font, car se jeter dans l'eau, vous avez vu par d'autres films, il y a les piranhas en Amazone, il y a quand même des poissons carnivores, qui n'attaquent pas l'homme normalement, comme on l'a dit, mais qui l'attaquent toujours s'il a la moindre blessure. Ce sont des poissons attirés par le sang. Nous connaissons ces choses, si bien qu'aucun de nous ne saute à l'eau s'il a une blessure. Alors là, voilà, nous abandonnons nos pirogues, nous ne pouvons plus passer, nous sommes au pied des montagnes et nous allons commencer l'avance dans le massif des Tumucumacs. Ces pirogues, nous les avons laissées là, espérant les retrouver plusieurs mois après, qu'on nous reviendrons en sens inverse. On a tout abandonné
et nous sommes partis directement dans la forêt. Alors vous allez voir la forêt des Tumucumac, c'est extrêmement dur, mais avant je voudrais vous montrer les rapides. Il y a un grand danger, c'est tout le temps il y a des arbres morts, vous voyez, qui dévalent, amenés par les torrents, enfin les crues. On ne peut pas se bloquer au pied des rapides, il faut toujours les franchir par les côtés. Alors la forêt, là elle est d'une densité folle, c'est l'enfer vert, on a dit ce mot, c'est peut-être vrai par moment, et on marche pieds nus dans les marécages. Souvent on me demande, on me dit mais pourquoi marchez-vous pieds nus? Eh bien je vais vous dire, les films d'exploration qu'on montre souvent sont faits par des gens qui font sans doute une journée d'exploration dans leur vie. Ils ont des belles bottes, ils ont l'air de beaux cow-boys, mais essayez de marcher, même en Suisse, dans un marécage avec des bottes, à moins qu'elles soient des cuissards, vous avez de l'eau dedans, vous ne pouvez plus avancer. En plus, là-bas, il y a une terrible humidité chaude, et les pieds sont immédiatement déchirés par la pourriture. Il y a des champignons, on fait des tas de choses. On marche donc pieds nus, on s'habitue à marcher pieds nus, si bien qu'on a une corde au pied, enfin on se débrouille bien. Le danger, ce sont les serpents. Alors je dois vous dire qu'ils vous attaquent aussi bien aux pieds qu'aux mains ou qu'aux bras. Donc il faut faire tout le temps attention. On se relaie toutes les demi-heures à l'avant de la colonne, de façon que l'homme qui est à l'avant ait la plus grande attention, et ceux qui sont fatigués passent derrière. Moi, j'étais en tête de colonne, si vous voulez, 1 heure par jour. Oui, nous étions 10 hommes en tout. Bon, là, nous arrivons au sommet des Tumucumac. Vous voyez, c'est un immense plateau, disons, qui surplombe d'un côté les 3 Guyanes, c'est-à-dire hollandaise, française, enfin ex-hollandaise pour ne pas vexer les politiciens. En française, elle l'est encore, et la Guyane anglaise. Ah, vous voyez, les trépieds de bois, nous installons nos campements au sommet. Des champs de fleurs, vous en voyez, on en vend maintenant en Europe. Ce sont des fleurs qu'on appelle, si vous voulez, les oiseaux de paradis. Ce sont les fleurs oranges. J'ai peut-être vu chez les fleuristes avec un petit trait violet dessus. C'est très beau. Il y a des millions de fleurs comme ça au sommet. Tous les bruits que vous entendez sont les cris de la forêt. On est tout le temps environné des animaux. C'est une des choses, moi, qui me touche beaucoup en forêt. Alors, vous voyez, les hamacs dans lesquels on dort, ce sont les hamacs fabriqués par les Indiens. Ils filent le coton eux-mêmes. Vous voyez qu'ils sont aussi larges que longs. Dans les hamacs, on ne couche jamais en longueur, comme vous le penseriez, comme une banane, parce qu'on aurait mal au dos, on serait courbaturant, on couche en travers. Si bien que... Alors on est au-dessus des feux, tout. Là, voilà notre campement le soir, on est en train de manger un singe, je m'excuse, c'est pas très agréable à regarder, ce sont ses mains. Vous savez, quand on n'a rien d'autre à manger, on est déjà bien heureux d'avoir ça. Voilà les campements la nuit, un homme toujours en surveillance contre l'attaque des animaux, non pas contre les Indiens, qui ne se permettraient pas d'attaquer des gens comme nous, qui attaquent heureusement les forces militaires du Brésil, mais pas des gens comme nous. Alors, voilà, nous avançons. Nous sommes maintenant dans le sud. Nous entrons dans le territoire brésilien inconnu et nous avançons dans les marécages. Vous avez vu les énormes épines. Nous avançons en glissant littéralement, vous voyez, les pirogues sur la boue. Il n'y a pas encore de rivière. La rivière commence. Vous voyez, ce sont des débuts de marécage. On s'en sert presque comme d'un ski, vous voyez, enfin d'une luge, plus exactement. Alors là, c'était la partie très dure. Nous sommes restés isolés plus d'1 mois et demi, sans aucun ravitaillement. On mangeait ce qu'on pouvait. Enfin, vous allez voir. Alors, les rivières sont minuscules, elles prennent naissance, vous voyez ici, et les arbres sont tombés, il y en a partout, il y en a tous les 20 mètres à ce moment-là. Alors là, c'est ce qui est le plus dur pour nous, au point de vue fatigue. Physique, c'est pas dangereux, mais c'est très dur, car il y a 3 techniques pour passer. Soit l'arbre est abattu sur les 2 rives, et on peut passer en dessous, alors ça c'est facile, faut-il encore y passer, vous allez voir en faisant très attention, tout ça pour toujours la même question, les serpents sont bloqués dans ces arbres pourris. Alors, il y a les serpents pas dangereux, il y en a des milliers pas dangereux, mais il y en a une dizaine mortels, et mortels dans la seconde. On n'a pas de vaccin sur nous, parce que ces vaccins ne résistent pas à la chaleur. Vous voyez, il y en a dans les postes de brousse, mais là, c'est un territoire inconnu. Alors, les postes de brousse, ils sont au frigidaire. On n'a pas de frigidaire avec nous. C'est plus facile. Alors, vous voyez l'avance. Vous voyez, là, par exemple, il a fait un geste, cet Indien. Il lui est tombé sans doute des fourmis dessus en passant sous l'arbre. Alors, 3 techniques, je vous disais, pour franchir ces arbres. Soit passer en dessous le plus facile, soit si on ne peut pas, décharger tous les bagages, remplir les pirogues d'eau et les glisser en dessous des arbres, soit alors les basculer par-dessus, et vous allez voir comment on fait. Là, nous avançons, et au détour d'un rocher, nous allons tomber sur un anaconda. Vous avez entendu parler de ces animaux. Ce sont les plus grands serpents du monde. Ce sont des serpents d'eau qui ont, paraît-il, 20 mètres de long. C'est ce qu'on a écrit dans les livres. Moi, celui que j'ai vu avait 9 mètres 20. Ben, je vous assure que c'est déjà pas mal. Et la taille du serpent faisait la grosseur d'un pneu de grosse voiture. Quand on entend de grosse voiture, disons une voiture, une Mercedes ou une 404. Là, il s'en va devant nous, vous voyez, il nous a aperçus, il va s'en aller dans l'eau. Ce sont des animaux qui attaquent parfois. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi, ils mangent à peu près 1 fois par mois. Quand ils mangent une biche entière ou un animal énorme. Ils mangent des hommes aussi, évidemment, quand ils les attaquent. Donc il faut faire toujours attention quand on est en voisinage d'anaconda. Des fois, ils dorment, ils ne vous regardent même pas, car quand ils digèrent pendant 1 mois, à peu près, mais s'ils sont en moment où ils ont faim, alors ils vous attaquent systématiquement, et là, il n'y a aucune possibilité d'échapper à l'attaque. J'ai filmé pendant ce film des attaques d'anaconda qui se produisent sur 30 mètres de longueur en 5 secondes. Vous n'avez même pas le temps de réagir. Alors, vous voyez comment on passe. Là, on a déchargé toute notre pirogue et on la passe le long de la berge de la rivière.
voyez que la rivière commence à prendre naissance, et puis, de nouveau, elle rentre dans la forêt. Et là, nous sommes entrés dans une région de marécage extrêmement dure. Vous allez voir le travail des hommes. Vous voyez, à l'avant de la pirogue, toujours un Indien. Vous voyez qu'il y a des enfants avec nous, car on appelle enfants là-bas, heureusement, des hommes. Ici, on appelle enfants jusqu'à 21 ans. Mais là-bas, heureusement, on leur donne la chance d'être autre chose avant. Et ils ont vraiment la responsabilité de la pirogue. Ce sont, pour moi, en tout cas, des amis extraordinaires. Je vis surtout avec les enfants en Amazon, parce qu'ils me donnent le temps d'apprendre bien certaines nuances de la langue et de la forêt. Toujours derrière l'homme ou l'enfant qui est devant, un chien, parce que les chiens de forêt sont des chiens extrêmement habitués. Vous savez que les chiens de forêt, enfin je pense que vous ne le savez pas, mais ça vous intéressera, les chiens en Amazonie ne savent pas aboyer. Ils n'ont pas de son dans la voix. C'est peut-être curieux, il y a les chiens en Europe qui ont ça, et en Chine. Et alors, ils ne font pas aucun bruit, mais leur flair est supérieur au nôtre et ils sentent les serpents. C'est pour ça qu'on l'a toujours à côté de nous. Quand on voit le chien bouger, se précipiter, c'est... Voilà, nous franchissons les derniers arbres, nous descendons dans le sud, c'est-à-dire vers le grand territoire brésilien, c'est-à-dire vers les postes brésiliens connus. Nous allons donc laisser, si vous voulez, ces images, c'est pas la peine que je vous embête plus avec tout ça, il faudra d'autres heures, et on va essayer de vivre autre chose. Je voudrais peut-être que vous me posiez, enfin vous me demandiez ce qui vous a inquiété dans ce film, ou tout au moins pas compris, dites-le moi, je suis là pour vous répondre. On a remarqué que les Indiens d'Amazonie ne connaissaient pas beaucoup de maladies où ils avaient des remèdes. Est-ce que les derniers... Oui, allez-y. Est-ce que les derniers massacres qui sont passés ne vont pas enfermer dans leur mutisme les sorciers? Oui, d'abord, non, je comprends que vous employez le mot sorcier, puisqu'on vous l'a appris malheureusement. Dites les prêtres, c'est beaucoup plus simple. Sorcier, c'est toujours péjoratif dans notre monde. Hein. Je vous le dis gentiment, heureusement. Mais je vais vous dire, oui, évidemment, le drame, les Indiens connaissent des médicaments extraordinaires. Il faut vivre nu en forêt. Vous avez vu que moi-même, je suis nu avec eux, non pas pour jouer aux sportifs. C'est simplement qu'on ne peut pas marcher dans les branches qui sont pleines de piquants. Si on a une chemise, on est accroché tout de suite. Enfin, vous devinez, il vaut mieux marcher nu parce qu'on joue avec les branches. On a moins de blessures, on n'est pas accroché. En plus, ils se mettent d'une peinture rouge sur leur corps. Vous savez qu'on les a appelés peau rouge partout. Et ça s'appelle le roucou. Cette peinture, elle est à base de petits fruits de forêt qu'on écrase et qu'on mélange avec de la graisse de singe. Ça les protège de dermatose, c'est-à-dire de maladies très dangereuses de la peau, enfin, comme la lèpre, par exemple, qui n'ont pas. Et évidemment, maintenant, vous savez, vous m'avez posé une question précise, il faut que je vous réponde durement, parce qu'il faut que des jeunes comme vous soient avertis. Vous savez qu'au Brésil et ailleurs, du reste, en Amérique du Sud, on vient de distribuer aux Indiens, depuis des années, des vêtements de ceux qui étaient morts dans les hôpitaux victimes de la variole. Alors on leur donne ces vêtements pour faire soi-disant la charité, avoir l'air d'honnêtes gens, on leur colle la variole et à ce moment-là on dit nous n'avons pas de médicaments pour vous soigner. Et il y a 80 000 Indiens qui viennent de mourir en Amérique. Voilà. En tout cas c'est une question extraordinaire que vous me dites, ça me permet de répondre à une chose qu'on n'a jamais le temps de dire puisque le monde s'intéresse à d'autres guerres et pas à la guerre de ceux qui ne savent même pas parler hélas notre langue. Comment avez-vous pu prendre contact avec les Indiens? Eh bien, comme avec les pygmées, je veux dire, au début je ne les connaissais pas, j'ai donc été jusqu'au dernier point de forêt où il y a d'autres hommes qui sont en contact avec eux. Là, c'était des Noirs en Guyane, vous voyez. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font des échanges avec eux. Ces hommes, ces Noirs, ont appris à me connaître et peut-être à me respecter, disons, et ils ont parlé lentement aux Indiens. Eux les voient, et moi je ne les voyais pas encore, en disant ce type est bien ou n'a pas de fusil. Enfin, vous voyez, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, jusqu'au moment où des Indiens sont venus, d'eux, en délégation, essayer de nous voir. À ce moment-là, j'ai commencé à vivre un petit peu avec eux. J'ai appris très rapidement la langue, c'est très facile. Enfin, il faut se donner du mal, mais enfin, on peut apprendre 10 mots par jour si on se donne un peu de volonté. Et très rapidement, ils ont accepté que je monte avec eux. Une fois que j'étais dans leur village, je suis resté 4 mois dans le premier village, complètement isolé, à apprendre la langue et à apprendre la vie. Et si vous voulez, tout à l'heure, je vivais avec les enfants pour une raison très simple, c'est que les hommes travaillent. Il faut qu'ils chassent, qu'ils pêchent pour assurer la vie de leur famille. Les petits-enfants ont plus de temps. Et moi, donc, je reste avec eux parce qu'ils se donnent le mal de m'apprendre la langue. D'abord, ça les fait rire de voir que je prononce très mal, c'est évident. Et je ne pourrais pas le faire avec un adulte, vous voyez. Et alors, je vis longtemps avec eux. Puis alors après, je connais évidemment la langue et je vis avec les hommes. Et je suis parti, vous voyez, les hommes avec qui je suis parti tout à l'heure sur le film sont des hommes de ce village où j'avais vécu. Et sont des hommes qui ont été extraordinaires avec nous. Ils nous ont sauvés, en tout cas, 3 fois la vie, personnellement, dans des terribles coups durs. Alors que, vous voyez, quand je vois écrire les Indiens tuent les Blancs, ils auraient pu me tuer, j'avais pas d'armes, j'avais rien. Et ils nous ont au contraire sauvé à chaque fois la vie. Simplement, je les aimais, c'est tout. Voilà. On va savoir quel était l'âge après la Polynésie. Eh bien, il y en a eu plusieurs, mais des choses m'ont intéressé en Amazonie, c'est que la tradition ancienne des Indiens disait que certains groupements indiens, à une certaine époque de la vie, sont partis, ont continué leur migration à la poursuite du soleil couchant. Donc ont été, a priori, en Polynésie. Et alors, j'ai voulu vraiment
essayer d'aller voir s'il y avait des mêmes traditions, la même langue et tout ça. Et j'ai été amené ainsi à partir en Polynésie et à y vivre 4 ans dans les îles, c'est-à-dire dans toutes les îles du Pacifique. Enfin, je sais pas, on pourrait peut-être, s'il y a des images, les montrer, c'est plus simple. Moi, au fond, le bavardage, ça vous embête. Alors, les images, c'est plus vrai. Alors, écoutez, là, c'est une chose, vous voyez, c'est une petite île minuscule, perdue dans le Pacifique, où j'ai eu le grand, très grand bonheur dans ma vie de vivre. C'est une île qui avait 500 mètres de long, c'est le paradis dont on a tous rêvé. Croyez-moi que j'en ai rêvé comme vous en classe. Et je suis arrivé sur cette île, il y avait une famille, c'est tout, le papa, la maman et 7 enfants. Ils vivaient là de pêche. Ce petit garçon s'appelait Teiva, le voilà, il avait 11 ans. Il a été vraiment mon copain et un homme que je n'oublierai jamais. Maintenant, il a 20 ans. Et j'espère un jour dans ma vie le retrouver. Il vivait, vous voyez, avec ses frères et ses sœurs et son oiseau apprivoisé. Alors, le premier geste le matin, se réveiller, embrasser son oiseau et regarder la mer qui, vous allez voir, est extraordinaire. C'est vraiment le paradis terrestre. C'est une petite île qui est au large de l'île la plus belle du monde, qui s'appelle Bora Bora, et où est mort Alain Gerbaud. Voilà, alors le premier geste, plonger dans l'eau. Vous voyez la différence de notre vie, où on plonge dans les autobus, là, ils plongent dans l'eau. C'est quand même plus agréable. L'eau est claire, c'est formidable, des pirogues à voile. Le ciel est bleu, enfin, il faut voir, l'eau est aussi bleue que le ciel, elle est bleue pâle, transparente. Alors, le premier bain, c'est d'abord les soins de la vie. On doit se laver. En Polynésie, les gens sont extrêmement propres. Et puis, tout de suite, le travail de la vie. Car les enfants ne sont pas dissociés de la vie. Pendant que le papa prépare le feu, les enfants vont aller chercher une partie de la nourriture. Le feu, vous voyez, est un feu d'écorce de cocotier. Il n'y a que ça sur ces îles. Il n'y a rien. Il n'y a que des cocotiers qui poussent. On se nourrit donc de coco, vous connaissez. Et dans la noix de coco, on trouve de l'eau, qui est la seule boisson. Il n'y a pas d'eau sur ces îles. Il y a l'eau de mer, mais qu'on ne peut pas boire. Alors, on mange aussi du fruit de l'arbre à pain, mais qui vient des îles avoisinantes, qu'on va chercher. Quelques bananes, mais uniquement du poisson, et des fois un petit cochon sauvage. Voilà les fruits de l'arbre à pain. Vous avez entendu ce nom, arbre à pain, c'est vrai, c'est un fruit qui donne comme du pain. Évidemment, ce n'est pas comme du pain exact que nous avons en Europe, mais c'est, disons, comme une grosse pomme de terre bien cuite, et vous savez que jusqu'à il y a 50 ans, dans toute l'Europe, les gens n'avaient pas assez d'argent pour manger du pain, ils mangeaient des pommes de terre, les paysans. Donc c'est le pain des îles du Pacifique. Alors vous voyez, il paraît que son oiseau apprivoisé, c'est ce qu'on appelle un fou de bassin. Ce sont des grands oiseaux de mer qui sont merveilleux. Alors, vous voyez, il s'amuse avec, enfin, c'était son jeu. Là-bas, ils n'ont pas de jouets, comme vous avez eu. Ils ont d'autres jeux qui sont du reste assez sympathiques. C'est d'apprivoiser les animaux qu'ils trouvent. Ils apprivoisent même des poissons. Alors, voilà un cocotier. Le travail du petit Teiva va consister à aller chercher ces cocos qui vont servir de nourriture pour toute la famille et de boissons. Et je vous prie de croire que ce n'est pas facile à monter, hein. Vous allez le voir monter. Moi, j'étais ahuri. Je monte très mal au cocotier. Comparé à tout ça. En plus, il monte d'habitude, vous voyez, on se met une corde entre les pieds, vous avez peut-être vu ça dans les films, pour s'aider. Regardez comment il monte directement les pieds nus dessus. Vous savez qu'il faut une force extraordinaire. Ce sont des arbres qui font quand même 15 mètres de haut. Vous savez, 15 mètres de haut, c'est à peu près la grandeur d'une maison normale, enfin ancienne de Genève. Voilà les petits cochons noirs. Vous voyez, ce sont des petits cochons comme en Europe, mais ils sont tout noirs. Pour une raison, c'est qu'ils se nourrissent différemment de la nourriture qu'ils ont en Europe. Ils mangent uniquement des poissons et de la bourre de coco, enfin l'intérieur du coco, pardon. Et alors, ils ont une peau différente. C'est très intéressant. Du reste, on pourrait analyser beaucoup de choses sur l'origine des couleurs de peau. Alors, vous voyez, il est au sommet de l'arbre, il décroche la noix, il faut la faire rouler, ça pèse très lourd. Et sa petite sœur, je crois, oui, c'est ça, la récupère en bas. Il en décroche comme ça une vingtaine dans la matinée. Alors, ils vont couper la noix. Vous allez voir comment ils font. Ils ont des grands couteaux de brousse, comme en Amazone, du reste comme les Indiens d'Amazon ou comme en Afrique, ce qu'on appelle les machetes ou les coupe-coupes. Il y a 2 noms pour leur donner. Alors, on coupe la bourre de coco, on tombe sur la noix avec la pulpe, on boit d'abord l'eau. Alors, à tour de rôle, c'est, si vous voulez, le petit déjeuner du matin que nous avons. Nous buvons d'autres choses, du thé ou autre chose, mais eux boivent uniquement de l'eau de coco. Vous voyez qu'ils sont tous merveilleux de visage, regardez-les. Quand vous entendez des gens dire c'est sauvage et bien l'autre non, moi je trouve qu'ils ont des visages assez merveilleux et beaucoup plus sympathiques que certains civilisés. Alors voilà la vie, vous voyez, tout est en sable blanc, il y a très peu de végétation, ce sont des espèces de graminées qui poussent sur le sable. Alors le petit déjeuner se consiste d'abord, on donne à manger aux petits animaux apprivoisés. Il va laver dans une petite mare d'eau saumâtre, hein, ce n'est pas de l'eau pure, mais c'est de l'eau qui est un peu moins salée que la mer, il va laver son oiseau. Et puis ils vont aller déjeuner avant de partir pour la journée de travail
D'ailleurs, il faudrait que j'ai des heures avec vous pour vous montrer toute cette journée. On a tout filmé, mais enfin, je crois qu'on n'aura pas le temps. Voilà les fruits qui cuisaient. La maman qui a cette famille entière, et que les femmes se marient assez jeunes, puisqu'elle a 7 enfants déjà. Voilà la nourriture. Voilà le fruit de l'arbre à pain. Vous voyez, on enlève l'écorce comme une pomme de terre et on a une espèce de pâte, vous voyez, qui mange comme ça. Alors, 1 heure après, disons, enfin, c'est très tôt, il se lève avec le jour, il vit avec le jour. Le papa et la maman vont partir avec la grande pirogue, c'est une pirogue taillée dans un tronc d'arbre. La grande pirogue à voile, ils vont pêcher très loin, en dehors du récif. Et pendant ce temps-là, tous les petits-enfants vont rester et jouer. Là, ils accompagnent leur papa au départ de la pirogue, en les accompagnant avec un jouet merveilleux, qui sont des petites pirogues qui font eux-mêmes, avec la voile qui est en paréo. Vous savez, le paréo, c'est le tissu qui porte autour des hanches, qui est le tissu polynésien. Et ils font les voiles des pirogues ainsi. Alors, ce sont des voiles rouges et blanches, bleues et blanches ou jaunes et blanches. C'est formidable à voir. Et ça fonce, hein, parce que, vous voyez, c'est très grand la voile. Quand le vent prend là-dedans, des fois, ils perdent leur pirogue. Et alors, elles vont d'île en île. Enfin, c'est-à-dire qu'on les retrouve sur des plages abandonnées. Et il y a un très joli chant du reste sur le départ de ces pirogues. Alors, l'eau, je vous disais, d'une clarté extraordinaire. Vous la verrez quand même, bien qu'on ne voit pas les couleurs, mais vous la verrez tout à l'heure. Vous devinerez vraiment la transparence. C'est le lagon. C'est une perle, littéralement. C'est très calme ici, les vagues ne pénètrent pas puisqu'il y a un récif de corail autour, que vous verrez. Vous voyez la petite fille qui apprend à nager, pendant que les autres peuvent jouer. Il y a des immenses oursins, vous voyez, avec des épines très longues. Là, il faut faire attention, non pas que ça soit très grave, enfin, si on se blesse, c'est comme très désagréable. C'est pour ça, du reste, qu'elle sort de l'eau. J'ai vécu 1 an avec eux, sur cette île. Là, sa petite pirogue, ça c'est la pirogue des enfants, que leur papa leur fabrique. Elles sont très belles, vous voyez, en bois, on dirait des coupes de fleurs. Et il va s'en aller, lui, pêcher sur le lagon et nager. Ce sont des plongeurs sous-marins extraordinaires. Vous savez que les Polynésiens sont les plus grands, sont eux qui ont inventé la plonge sous-marine, du reste, puisque les pêcheurs de perles des îles Tuamotu plongent sans masque, sans appareil respiratoire comme nous, à 44 mètres de profondeur, tous, et qui restent minimum 3 minutes et demie sous l'eau sans respirer, et qui plongent à peu près 30 fois dans la journée. Voilà, vous voyez la clarté de l'eau ici. C'est un autre monde, ce n'est pas l'Amazone. Ce sont 2 mondes totalement différents, mais pour moi, avec des hommes qui ont la même mentalité, c'est-à-dire qui ont le respect de leur liberté, c'est-à-dire aussi de celle des autres. Et imaginez-vous, ces pirogues sont peintes en rouge pour qu'on les voit de loin, pour qu'on repère les enfants, vous voyez s'il y avait un danger. Et la mer est bleu pâle et l'oiseau est blanc. Et la clarté de l'eau, on voit à 15 mètres de profondeur directement quand on se penche. Et il va plonger et vous allez découvrir avec lui le fond sous-marin qui est un paradis de corail. Alors tout ça, j'essaie de vous resituer les couleurs. Le corail est évidemment blanc, comme vous le savez. Et puis parmi ce corail, dans ces anfractuosités de corail, il y a des milliers de poissons de couleurs. Il y a surtout des petits poissons bleu pâle. Ceux-là sont des scalaires, vous voyez, des poissons noirs et blancs. Vous en avez vu dans les aquariums, ici, il y en a. Voilà les poissons bleu pâle, là, vous ne voyez pas. C'est bleu, mais bleu roi, bleu ciel, et ça se balade uniquement dans ces rochers blancs. Il y en a des milliers et des milliers. Ça, ce sont des coraux violets qui passent ici, avec un poisson jaune dedans. Celui-ci est jaune, vous voyez, avec des raies noires. Voilà, c'est le monde du calme, le monde de ceux qui vivent dans les îles du Pacifique. Leur langue, comme vous le savez, le polynésien, qui est une langue qui est pratiquée par toutes les îles, aussi bien à Hawaï qu'à Tahiti, qu'au Samoa ou qu'à l'île de Pâques. Ce sont pourtant des îles qui sont séparées, certaines, de 10 000 km. Entre Hawaï et l'île de Pâques, il y a 10 000 km de vide. Et pourtant, ils parlent la même langue, c'est donc un même peuple qui a une même forme de pensée. Vous avez vu ces petites choses, des petites fleurs dans le rocher, m'excusez, je vais vous montrer trop tard, ce sont ce qu'on appelle des petits... Ce sont des petites fleurs qui sortent, vous voyez, du trou des rochers, dès qu'on les touche, elles se referment, comme ces bénitiers. Vous avez vu dans les églises des bénitiers, vous voyez cette chose, cette forme, je vais vous le montrer, je vais m'approcher de l'écran pour que vous le voyez bien, parce qu'il va en repasser un. En voilà un, vous voyez, ici.
eh bien, ça se referme. Il y a un animal à l'intérieur, évidemment, comme une moule, si vous voulez. Et c'est extrêmement dangereux, car si on marche, ce sont aussi grands comme ça, puisque vous avez vu ça dans les églises, ces grandes plateformes. Quand ça se referme, vous ne pouvez pas retirer votre pied, évidemment. Alors là, les enfants font très attention quand ils plongent de ne pas marcher là-dessus. Mais enfin, une fois qu'on connaît ça, on fait attention et ça n'arrive que très rarement. Vous voyez, la plonge, on nage des heures sous l'eau. Là, il y a très peu de fond, c'est le lagon. Ici, il y a 3-4 mètres de profondeur, ce qui fait que l'eau est très agréable. Elle est à 27 degrés tout le temps. C'est donc un paradis, vous pouvez vous baigner là-dedans tout le temps. Et là, on pêche très facilement. C'est-à-dire que les enfants vont chercher les coquillages, enfin, ils se nourrissent eux-mêmes, ils se débrouillent, puis ils en ramènent pour les autres. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est ce qui a fait dire, du reste, que les îles du Pacifique étaient un paradis terrestre, et c'est un paradis. Vous voyez, les gros coquillages très beaux qu'on trouve, qui ramènent dans sa pirogue, ce sont les cadeaux qu'ils font le soir à leurs parents. Les parents mettent dedans des petites fleurs qu'on appelle le tiare, qui est la grande fleur de Polynésie, qui est une petite fleur blanche. On met ça dans les cases, ça sent très bon pour la nuit, et on dort à côté de ces fleurs. Bon, voilà. Combien y a-t-il d'îles en Polynésie? En Polynésie, il y en a beaucoup. La France possède 220 îles, elle seule, petites îles. Hein. Mais qu'elles soient petites ou grandes, c'est un nombre d'îles qui est important. À mon avis, dans toute la Polynésie, dans ce qu'on appelle la Polynésie, il doit en avoir plus de 450. Et vous avez la chance de pouvoir aller vivre dans une île, il y aura encore de la place. Y a-t-il encore des anthropophages? En Polynésie, non. Il y a quelques anthropophages dans un territoire qui s'appelle les Nouvelles-Hébrides, qui est en dehors de la Polynésie. Mais vous savez, l'anthropophagie, il ne faut pas croire que c'est une chose très très grave. Évidemment, c'est regrettable, mais dans des populations très sous-alimentées, il y a la nécrophagie, ce qui était l'anthropophagie des morts. Mais ça existait partout. Quand ces gens n'ont rien, ils n'ont pas de viande, ils n'ont rien. C'est une pratique qui n'est pas souhaitable, mais qui n'est pas non plus trop critiquable. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mesure où l'Europe donne des leçons au monde entier, quand on fait des camps de concentration, on ne peut pas critiquer les anthropophages. Ou alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'il existe des écoles pour ces jeunes? Oui, dans la majorité des îles maintenant, américaines, françaises et anglaises. L'école est obligatoire, je sais, dans les territoires français. Je crois que c'est bien dans la majorité des cas parce que ça donne quand même une culture générale qui permettra à ces hommes de vivre dans le monde qui va être, le monde dit moderne. Maintenant, évidemment, c'est très pénible pour certains enfants qui sont obligés à l'école alors qu'ils préfèrent, vous voyez, vivre libre et s'assurer plus tard d'être un homme, c'est-à-dire de savoir pêcher, de savoir monter un cocotier et tout. Des fois, quand on va en classe très jeune, on ne sait plus monter un cocotier, mais si après on n'a pas de travail, voilà, ces gens rentrent dans leurs îles et sont un petit peu déphasés, si j'ose dire. Comment s'organisent les villages? Où? Donc en Polynésie. Eh bien, maintenant, c'est différent. La vie est entrée, la vie moderne. Les villages vous paraîtraient normaux, enfin comme ici. Vous voyez, il y a, si vous voulez, un chef de village qui est le maire, ou je ne sais pas comment on l'appelle en Suisse, en Belgique on dit bourgmestre, en France maire, enfin ça change partout. Mais il y a des lois qui sont les lois françaises. Au territoire d'Hawaï, il y a les lois américaines. Donc il n'y a plus l'ancienne vie d'avant. Avant, c'était avec des chefs sacrés, c'est-à-dire des initiés, des gens qui étaient enseignés à la religion ancienne, les gens choisis vraiment pour leurs responsabilités, et la majorité du temps des vieux, c'est-à-dire ce qu'on appelait le conseil des sages. Et à côté d'eux, il y avait le conseil des hommes, c'est-à-dire des guerriers. Et tout ça a disparu. Quelle fut votre expédition suivante? Eh bien, c'est la dernière. C'était une longue expédition, puisque je voulais, voilà, puisqu'on vient de parler de la Polynésie, il y a un endroit qui était totalement inconnu. En Polynésie, quand je dis totalement inconnu, quelques personnes y avaient été avant, mais des études longues n'avaient pas été menées là-bas. C'est l'île de Pâques. L'île de Pâques est à 5000 km de Tahiti. C'est vous dire, ça fait quand même la traversée de l'Atlantique. Elle est à 4000 km des côtes de l'Amérique du Sud et elle est à 4000 km des îles Galapagos. Alors, c'est une île, vous savez, où il y a les statues les plus grandes du monde, des statues géantes. Et c'est un problème très, très inquiétant au point de vue non seulement archéologie, mais au point de vue de l'origine de civilisation du Pacifique. Donc, j'ai voulu y aller et je m'y suis rendu, puisque le voyage a duré très longtemps. Il a duré 3 ans. Vous n'étiez pas seul, n'est-ce pas? Non, vous savez que l'île de Pâques, vous allez en entendre beaucoup parler maintenant. L'île de Pâques, on vient d'y faire un aérodrome, enfin tout au moins, on en parle beaucoup. Mais cette île qui a appartenu et qui appartient au Chili, car vous savez que l'Amérique du Sud n'a pas de colonies, soi-disant, mais il se trouve qu'ils en ont. C'est une île qui est ravitaillée, qui était ravitaillée quand j'y étais, 1 fois par an par un navire militaire. Alors, c'était impossible d'y aller dans des conditions comme ça, c'est-à-dire un navire qui reste 10 jours. J'ai donc dû prendre, à ce moment-là,
mon bateau personnel, c'est-à-dire que j'ai pris ma goélette. C'était une grande goélette de 20 mètres de long, 30 tonnes, 105 mètres carrés de voilier, enfin, vous allez la voir, et partir d'Europe pour le voyage le plus long. Et je crois un voyage qui rappelle un voyage du Moyen-Âge, puisqu'on nous sommes restés à lutter contre la mer pendant 140 jours pour parvenir à l'île de Pâques. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer, j'ai tout ce voyage. Enfin, quelques images qui vous intéressent tout le monde. Alors, nous sommes partis de la côte de France, évidemment, mais partons, si vous voulez, du Costa Rica pour arriver aux îles Galapagos. Vous avez tous entendu parler des îles Galapagos. Ce sont les îles de Darwin, le fameux savant, qui a fait ses recherches ici sur l'évolution de la vie humaine. Alors, des milliers d'oiseaux, des phoques et les fameux iguanes marins. Vous voyez ce lézard géant qui nage dans l'eau, vous allez mieux le voir. C'est une chose unique au monde. Ce sont des lézards comme il y a en Amazone, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais lors de la fracture de la cordillère des Andes, ils se sont trouvés séparés de la côte américaine. Et vous les voyez, ils ont 2 mètres de long. Et maintenant, au lieu de vivre dans la forêt, ils vivent dans la mer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été détruits par le changement de vie, ils se sont habitués à la vie nouvelle. C'est un cas unique au monde. Ce sont des animaux extraordinaires. Vous voyez des milliers d'oiseaux de toutes variétés. Regardez les grands oiseaux de mer dont les ailes sont énormes, paraissent même trop longues, anormales. Ce sont les grands voiliers, ce qu'on appelle de l'océan. Ils traversent tout l'océan d'île en île pour aller se reproduire aux îles Galapagos. C'est assez drôle, il y en a qui sont assez extraordinaires, ce sont les frégates. Car lorsqu'ils sont amoureux, vous allez voir, c'est assez drôle, ils gonflent sous leur cou une énorme poche, oui. C'est rouge, c'est une poche toute rouge, oui. Imaginez-vous qu'on soit né avec ça, ce serait assez drôle dans la rue. Vous voyez, ces animaux amoureux, ces oiseaux amoureux vont nous emmener survoler ces îles qui sont, vous voyez, désertes. Ce sont des îles de lave, ce sont des anciens volcans, avec une chose très curieuse, c'est que l'eau est glacée. Or, c'est en plein tropique. Il fait une chaleur torride sur ces îles, mais l'eau est glacée car le grand courant d'Humboldt, qui est un courant très froid, qui monte de l'Antarctique, vient mourir sur ces îles. C'est pour ça qu'il y a des phoques, vous voyez, des bébés phoques, des milliers d'animaux des climats arctiques et antarctiques. Et là, exactement, ce sont des otaries, c'est-à-dire qu'ils ont des petites oreilles, c'est une variété de phoques, mais enfin très rare. Et nous allons entrer dans l'eau, très doucement, aller au-devant d'elles, apprendre à les connaître et à les aimer. Ces animaux n'avaient jamais vu les hommes, et ce qui vous prouve quand on ne fait pas mal aux animaux, il ne se passe rien de dangereux. Nous allons plonger avec elles, aller les rechercher dans les cavernes sous-marines, et nous n'avons jamais été attaqués par ces phoques. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils comprenaient qu'on ne venait pas pour les tirer, qu'on venait simplement les regarder. Puis vous allez voir, on était à 1 mètre d'eux. Or, on arrivait dans cette île sans aucune connaissance spéciale de leurs mœurs. Vous allez voir, par exemple, cette petite otarie s'approche jusqu'à 1 mètre de la caméra. Vous voyez, la caméra sous-marine devant, il vient la voir. Non, c'est assez drôle ce qui se passe là. Mais mon compagnon qui recrache l'eau de son tuba, et le phoque, qui nous prend pour un animal, a peur de ce jet d'eau. Et... Voilà l'île de Darwin, qui est certainement le dernier témoignage d'un paradis terrestre qui a été, car ces animaux vivent encore dans la liberté. Ils sont là, vous voyez, sur les grandes plages de sable blanc. Et puis alors surtout, sur les plages de sable blanc, il y a ce que j'ose appeler les témoins de la préhistoire, si vous voulez, les témoins du déluge pour les animaux. Il y a les iguanes marins, vous voyez, 2 mètres de long. Et de ces animaux, je voudrais vous parler un peu, car c'est fascinant. Vous n'en verrez plus jamais au monde. Elles sont en train de mourir, de disparaître, malheureusement. Ce sont des témoins des formes originales de vie. Et ce qu'il y a de particulièrement remarquable chez ces iguanes, c'est que c'est le dernier animal au monde qui possède le 3e œil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on vous en parle des fois. Voilà son œil réel. Eh bien, le 3e œil, le voici. C'est un, vous voyez, dans la boîte crânienne, un trou blanc. Ce n'est pas un œil exactement comme vous concevez l'œil maintenant. C'est un moyen de réception d'ondes. Et nous avons vérifié que tous ces animaux recevaient tous les ultrasons, ce qui leur a sans doute permis de vivre dans un climat ou dans un biotope, si vous voulez, totalement différent. Alors voilà les îles, les cormorans aptères, ils n'ont pas d'ailes, ils sont atrophiés. Ils ne savent plus voler parce qu'ils n'ont pas besoin de voler. Et puis sous l'eau, ces images qui semblent venues de la préhistoire, ce sont ces iguanes marins, vous voyez, qui sont sous la mer. Ils se nourrissent uniquement d'algues marines. Ce sont des herbivores marins, ce qui est très très rare. Voilà donc les Galapagos. Nous allons partir pour la grande traversée vers l'île de Pâques. Voilà notre bateau au fond, vous allez le voir. Et les petits pingouins à bord du bateau, puisque je vous disais que le climat était froid.
il y avait des pingouins qui montaient tout le temps à bord, qui venaient du reste nous voler tous nos poissons dès qu'on les mettait sur le quai, hop. C'est du reste le dernier jour ici, nous allons faire un maximum de pêche, de poissons, si vous voulez, de langoustes, pour avoir des provisions de base pour le très long voyage vers l'île de Pâques. On ne savait pas si ça allait durer 40 jours au moins pour rallier à la voile l'île de Pâques, car là, nous devions rallier tout à la voile. Et les petits pingouins viennent vérifier la pêche. Vous allez voir, ils sont adorables. Puis nous allons le quitter, nous allons partir, et immédiatement, les cormorans survolent notre bateau. Ça, c'est un pélican ici. Et puis immédiatement, la mer, vous allez voir, va changer de couleur. Elle devient plus grise. Nous sommes dans le courant glacé d'un bolt. Et vous voyez, des centaines de phoques suivent le bateau. Ce ne sont pas des marsouins, ce sont des phoques ici. Voilà, le vent était très fort. On fonçait vers le sud. Et vous voyez, le vent est si fort ici que je borde les voiles. Et là, je suis différent, j'avais une barbe. Parce que c'est à bord, en mer, on n'a pas le temps de se raser. Vous allez voir ce que c'est que la mer. Vous allez voir un bateau de 30 tonnes travailler dans les vagues, ce qu'on appelle, c'est-à-dire gîter. Vous allez voir le travail de la mer, vous voyez. Ça, on vivait ça des fois 48 heures sans arrêt dès que la tempête prenait. Et pour filmer ça, j'étais attaché au bout de ce beaupré, c'est-à-dire ce bout de bois qu'il y a devant le bateau, pour essayer de filmer tout le bateau pendant qu'il avançait. On avait souvent de la casse à bord, enfin, inutile d'abattre les voiles parce que c'est une zone dangereuse dans le Pacifique, on risquait des calmes plats pour 10 ou 15 jours. Alors on préférait carrément prendre tous les risques et réparer en pleine vitesse toute voile dehors. Et nous allons réparer maintenant la chaîne, vous voyez, du beaupré qui vient de claquer. C'est une chaîne qui retient ce mât à l'avant. On répare, vous voyez, directement dans la mer. Quand le temps se calmait un petit peu, ce qui est rare, alors à l'intérieur du bateau, vous voyez, on faisait le travail le plus ennuyeux du monde, enfin, un truc idiot, la vaisselle, enfin, on était obligé de le faire. Quand le temps était calme aussi, on voyait parfois, vous voyez, de beaux poissons qui nous suivaient. Ici, c'est une coryphène. Ce sont de très beaux poissons. Et ce poisson, c'était merveilleux, il nous suivait comme un poisson pilote. Et il a traversé tout le Pacifique avec nous, enfin une partie. Il y en avait plusieurs autour de nous. Il nous suivait depuis le départ des Galapagos. Quand le temps était calme, on se reposait un petit peu. Enfin, nous, on travaillait dans la mâture, nous les hommes, on en profitait, car quand le bateau gîte terriblement, on ne peut pas travailler sur le sommet des mâts. Mon grand mât avait 20 mètres de haut. Alors vous savez, quand vous êtes à 20 mètres là-dessus, là, nous avons tué la coryphène, non pas par méchanceté, mais si j'ose dire, il faut pêcher pour vivre parfois. C'est que nous avions faim, nos provisions s'épuisaient à bord, et on a dû pêcher certains des poissons qui nous suivaient. Vous voyez, du sommet du mât, je suis sur le grand mât de 20 mètres. Vous voyez, ma goélette, vous voyez, elle est large, c'est une bonne assise dans les vagues. C'est un bateau vraiment fait pour tenir les grands coups durs. C'est comme ça qu'on a pu du reste traverser ces 3 océans. Voilà le grand mât. Il y avait 2 mâts, un mât de 20 mètres, un mât de 16 mètres. Le mât à l'arrière est plus petit toujours. Là, nous ouvrons le dernier tonneau de vin rouge. Tout était pourri. Ça faisait plus d'1 an que nous avions quitté l'Europe. On essayait de garder 2-3 bouteilles pour le dernier Noël, là-bas, du bout du monde. Mais on ne perdait rien, vous voyez, même les bouts de corde qu'on jette maintenant sur les yachts. Et nous, on faisait comme autrefois sur les grands voiliers, vous voyez, ce qu'on appelle des barbes de vieillard. Avec ces bouts de ficelle, on met ces barbes, si j'ose dire, le long des hauts bancs, et ça évite aux voiles de se déchirer quand elles tapent terriblement dur au moment des changements de cap subis. Là, nous faisons le point, et un jour, le capitaine, en faisant le point, nous dit, écoutez les gars, si je ne me suis pas trompé, demain matin, à l'aube, l'île de Pâques. Et c'était merveilleux pour nous, puisque c'était 140 jours de lutte contre la mer qui allait se terminer. C'était notre rêve de connaître cette île, d'y vivre, de découvrir au point de vue archéologie le passé de l'île et d'aimer les indigènes. Voilà, la nuit est tombée, on attendait, on espérait voir l'île. Et puis, simplement, heureusement, à l'aube, lorsque le jour s'est levé, vous allez voir, qui était un jour extraordinaire, tout à fait orangé. Vous voyez sur la gauche, l'île de Pâques. Cette île la plus perdue du monde, la plus isolée, la plus minuscule, elle a 16 km de long, 300 mètres de haut. Et pourtant, sur cette île demeure, vous voyez, le témoignage d'une civilisation qui fut très grande, celle des géants de pierre. Civilisation qui allait nous fasciner pendant 1 an, durant lesquels nous avons travaillé tous les jours sur cette île. Vous voyez, l'île est balayée par les vents de l'Antarctique. Il y a très peu d'arbres, c'est très très dur, mais c'est très très beau. 500 géants qui demeurent immobiles sur cette terre, vous allez les voir, ce sont des géants qui ont tous minimum 12 mètres de haut. Vous ne voyez que les têtes qui sortent de terre, mais sous la terre, il y a le corps. La plus grande a 22 mètres de haut. Voilà, il y en a 500 comme ça. Vous voyez, c'est un monde abandonné, mais qui est le témoignage d'une civilisation très très grave. D'où viennent ces statues? Elles viennent de cette île. La civilisation est unique au monde. Elle est uniquement sur l'île de Pâques. La civilisation de l'île de Pâques a probablement été totalement détruite en quelques heures à une certaine époque de la vie terrestre. Ces statues ont été entièrement abandonnées sur place. On n'en a jamais retrouvé ailleurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que sur une île minuscule, comme je vous ai dit, 16 km,
il y ait ce témoignage de statues énormes, comme nous ne connaissons pas, car elles sont monolithiques. Vous voyez, en Égypte, il y a de plus grandes statues, disons en Égypte et ailleurs, mais elles sont faites de plusieurs blocs, ce qui donc entre dans la logique des choses, puisqu'on parle toujours de logique en Europe. Mais ceci est totalement illogique, ce sont des morceaux de pierre, comme à Baalbek, si vous voulez, qui ont 12, 15, 20 et 22 mètres de long d'une seule pièce. En plus, toutes ces statues ont été transportées de part en part de l'île. Vous en voyez 7 ici, qui sont ensemble. Ce sont les 7 statues sacrées de l'île de Pâques, qui ont été érigées sur un point géodésique précis, où passait autrefois l'équateur magnétique. Vous apprendrez ça, enfin, en université. L'équateur magnétique, si vous avez un globe, tenez, il y en a un. Tiens, je vais vous le montrer, au moins pour une fois, je peux vous montrer quelque chose qu'on n'enseigne pas ailleurs. Vous voyez, voilà l'équateur normal, hein, et vous avez ici l'équateur magnétique. C'est l'ancien axe de rotation de la Terre en réalité. Mais cet équateur varie des fois de 4 à 5 degrés. Et vous remarquerez que toutes les fusées spatiales qui parcourent le monde actuellement ne passent jamais sur l'équateur, mais sur l'équateur magnétique. Elles suivent un champ magnétique terrestre très extraordinaire. Je ne voudrais pas vous parler plus longtemps de l'île de Pâques parce que c'est extrêmement grave, et plus tard on en reparlera d'une autre façon. Mais je vous signale ça, réfléchissez à ce que je vous dis sur le magnétisme terrestre. C'est ainsi que certaines choses importantes sur toute cette ligne du magnétisme terrestre ont été construites dans le monde. Voilà. Je ne pensais pas vous le dire, puis c'est parti. Et au fond, quelle est la différence entre ces statues et les dolmens? Eh bien, c'est une question qui me passionne parce que nous pensons que les vrais dolmens, enfin pas certains, mais la majorité sont de la même civilisation. C'est-à-dire que ça date, pour nous, dans une archéologie parallèle, disons, il date certains de 10 millénaires avant le Christ. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle île de Pâques? Oh, ben, c'est un nom banal. Vous savez qu'au moment où les Européens ont conquis le monde entier, ils ont donné des noms, ils appelaient les îles du nom de leur femme, Isabelle ou n'importe quoi, enfin. Et l'amiral Roggeveen, qui était hollandais, s'est présenté, c'était le premier découvreur de l'île de Pâques en 1722, au large de l'île de Pâques, le jour de Pâques. Alors il l'a appelé Pâques, comme il l'aurait appelé Bigoudi ou n'importe quoi. Le vrai nom, c'est un nom merveilleux, le vrai nom indigène, car je ne vois pas pourquoi j'appellerais la Suisse d'un autre nom, c'est le nom que vous avez donné, donc je le respecte. Eh bien, le vrai nom est Mata Kitrani, ce qui veut dire en langue indigène, Mata, ça veut dire les yeux, Kite, ça veut dire regarde, et Grangi, Rani, si vous voulez, en phonétique française, ça veut dire le ciel. Je trouve que c'est beaucoup plus beau parce que nommer son pays le pays des yeux qui regardent le ciel, ça a quand même une autre poésie que de l'appeler l'île de Pâques. Enfin, sur tous les livres officiels, c'est l'île de Pâques. Alors, il faudra attendre longtemps pour qu'on mette les vrais noms. Voilà. On a remarqué que la plus grande partie des divinités de l'île de Pâques, c'est des hommes ou des femmes oiseaux. Alors, quelle est leur signification exacte? Ce ne sont pas les hommes oiseaux ne sont pas sur les statues, ce ne sont pas les statues, ils sont gravés sur les rochers. Alors là, écoutez, je voudrais beaucoup vous répondre, mais je ne pense pas que sur une émission qui va, si vous voulez, partout, je veux aller si loin parce que c'est très très grave. Vous pouvez prendre le nom oiseau sur deux sens. Hein. Vous pouvez en faire soit une phase mythique des choses, soit une réalité. Je puis simplement vous dire que le culte de l'homme oiseau peut être pris poétiquement. On peut dire, bon ben, l'homme s'incarne à l'oiseau. Vous savez, par exemple, dans la religion catholique, si vous connaissez cette religion, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'âme de l'homme s'incarne dans l'oiseau, la colombe. Bon. Disons, pour simplifier les choses, que ces hommes à l'autre bout du monde avaient un culte très pur de la réincarnation de la vie humaine par l'oiseau, c'est-à-dire vers le ciel. Maintenant, il y a une autre explication qui est beaucoup plus grave et sur laquelle je ne veux pas m'étendre parce qu'on vit encore dans un monde où certaines choses ne doivent pas être dites, tout au moins on vous le reproche après. Disons qu'il y a peut-être eu autre chose qui a motivé aux gens de l'île de Pâques, c'est notamment dans leur légende, qui pensent qu'il y a des hommes qui volent dans l'espace. Ceci est la légende ancienne de l'île de Pâques, la véritable. Voilà. Y a-t-il des statues sous terre? Eh bien oui, ça c'est le très grand problème. Et ça n'avait jamais été signalé et ça a été notre travail pendant 1 an. C'est-à-dire que nous avons commencé d'abord à vivre avec les indigènes. J'avais ma femme avec moi qui est une des seules au monde qui parle la langue de l'île de Pâques, ce qui me permettait de ne pas perdre mon temps. C'est-à-dire de ne pas apprendre tout de suite la langue. Je pouvais travailler mon travail d'archéologie. Et tout de suite, nous avons su qu'il fallait aller sous terre. Du reste, la véritable archéologie, c'est de faire des fouilles. Enfin, vous pensez qu'à l'île de Pâques, c'est insensé. Pendant des siècles, on a parlé des têtes de l'île de Pâques. Parce qu'on voyait, on voit les têtes. Mais ils n'ont jamais pensé à prendre une pioche et à savoir s'il y avait un corps en dessous. Bon, ça, on l'a trouvé. C'est M. Thor Heyerdahl qui l'a trouvé avant moi. Et pas les autres. Et puis après, quand j'y étais, eh bien, j'ai creusé la terre et j'ai découvert alors des géants intacts, couchés sous la terre. C'est-à-dire qu'ils étaient taillés et pas encore levés, vous voyez, ni déplacés.
Et à mon avis, sous terre, il y en aurait environ 300 à 400. J'en ai sorti moi-même 7. Ce sont des géants immenses. Il faut un travail. Ici, on a des grues, on a des bulldozers. Tout ça a été fait à la pelle. Et nous étions 8 hommes pour le faire. Mais ça, je peux vous les montrer parce que je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous qui êtes jeunes de savoir que on peut encore tout découvrir, vous comprenez, on ne peut pas rester toujours comme font les gens, on dit bon, ça c'est établi, il n'y a que ça, c'est pas la civilisation, il faut aller sous terre et essayer de les voir, les voilà. Voilà un géant de 12 mètres que nous sortons lentement, enfin, j'aurais voulu te montrer toute la sortie, mais il faudrait des heures. Vous voyez encore les traces d'humidité, les plaques marron, il va sécher. Et là, je travaille à côté, vous voyez les cascades de géants que nous avons découvertes sous la montagne, tout ça était sous terre. Et je vais vous montrer peut-être d'autres choses qui vous intéresseront. Ces géants, en fait, étaient taillés par des moyens techniques volontairement simples, c'est-à-dire à la hache de pierre. Je dis volontairement simple car ces hommes, il est probable, savaient d'autres techniques qu'ils ne voulaient pas réutiliser. Alors je vais vous montrer comment on taillait. Ils ont d'énormes haches de pierre, beaucoup plus grandes que celles que j'ai jamais découvertes en Europe en préhistoire. Vous les voyez, j'en tiens une dans la main. Ce sont d'énormes bifaces et vous voyez qu'on peut tailler la falaise. Ce sont des pierres de différentes densités, évidemment. Ceci est une trachite qui tient à la main, une pierre dure, et on taille la falaise du volcan sacré, d'où sont sorties toutes les statues, où la pierre est volcanique, c'est-à-dire elle est beaucoup moins dure. Et vous voyez bien que je peux l'éclater. Alors, ils taillaient selon ces normes, on fait des traits verticaux, on taille, et après on fait sauter entre chaque trait la pierre. Et il est probable qu'ils taillaient extrêmement vite ces statues. Vous savez, quand on a une grande habitude, regardez, dans le Haut-Valais, j'ai vu dernièrement des hommes travailler le bois. C'était extraordinaire avec quelle rapidité ces hommes font une paire de sabots ou quelque chose. Nous, on n'a pas tellement l'habitude, mais quand on fait ça tout le temps, on est très habitué aux techniques de la main. Voilà un des petits garçons qui vivait avec nous, c'était un petit garçon de 4 ans qui s'appelait Orongo, qui a été mon grand copain de l'île, et qui va me permettre, si vous voulez, de vous montrer les statues que nous avons découvertes sous le pied du volcan, enfin quelques-unes, puisque là, il venait nous voir lors de notre fouille, et je l'ai filmé parce que je voulais garder pour mon fils le souvenir de ce petit garçon que j'aurais voulu qu'il connaisse, c'est-à-dire que j'aurais voulu qu'il apprenne à vraiment aimer. Alors voilà, vous voyez les statues qu'on vient de découvrir sous terre, et on dormait la nuit, ça c'est assez sympathique, on dormait dans l'œil des statues. Notre campement était très loin, des fois je rentrais pas parce qu'on était trop fatigués. Vous voyez, on se couchait ici, dans l'œil, sur la joue. Alors, les pieds dans l'œil, nous couchés sur la joue et appuyés le long du nez. C'était extraordinaire, je me réveillais à l'ombre d'un grand nez, ce qui était assez drôle le matin. Voilà, vous voyez ces statues, celles-là ont 12 mètres de long. Mais je vais vous montrer la plus grande de toute l'île de Pâques, qui est 22 mètres 60 exactement. Mais je vais vous la montrer après. Voilà, sur le ventre d'une statue, ce petit garçon avec un morceau de craie vous retrace, vous voyez, une gravure qu'on aurait vue sans ça en image, mais là on la voit mieux, qui est la représentation du premier bateau européen qui est arrivé à l'île de Pâques. Représentation faite par les indigènes. Vous voyez, c'est un 3-mâts qu'ils ont redessiné. C'est assez amusant de retrouver ça, donc, 300 ans après. Et je voudrais vous montrer maintenant la grande statue de 22 mètres 60. C'est le petit garçon qui va monter dessus, vous allez voir. Il y en a encore sous terre, vous voyez, la terre est ici. Il va monter le long de son bras, que voici. Le bras à 13 mètres 60 à lui seul. Ça fait 5 étages de maison, hein, rien que le bras. Et la tête, que vous voyez apparaître maintenant, 7 mètres 40. Et encore, vous voyez, ça ne donne pas en image. Vous savez, quand vous prenez des photos de montagne, on est toujours déçu, on dit, mais ça paraît pas très haut. Ben, c'est la même chose. Peut-être que l'image qui suit vous montre. Vous voyez sa tête? On voit bien 7 mètres 40. Il marche sur son nez, 3 mètres 60 le nez. Voilà. Vous voyez que ce monde, on ne peut pas parler de choses logiques quand on voit ces choses. On peut parler simplement d'un monde que nous ne connaissons pas encore et qu'on devrait essayer de connaître avant de juger. Voilà mon bateau qui vient me rechercher à l'île de Pâques 1 an après. C'était les dernières heures pour voir ces géants immobiles. Et entre ces géants passe ce petit garçon que nous avons beaucoup aimé, le petit Orongo de 4 ans sur son cheval. C'était lui qui tous les matins m'apportait une gentille petite chose. Au campement, on était des fois très fatigués. Enfin, c'était mon petit garçon, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, de la poser, allez-y. Oui. Non, j'ai pas de questions, vous avez répondu, je crois. Oui. Je voulais savoir à qui Je appartenait crois que- l'île oui, de ne vous Pâques. battez pas, tout le monde veut poser des questions. Je ne sais Non, pas non, si nous aurons le temps d'en écouter beaucoup. Colette France, une question? Oui, vous avez montré ce cheval. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme faune dans cette île? Il n'y a aucune faune. Il n'y avait aucune faune sur l'île de Pâques, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Ces chevaux ont été amenés par un voilier français exactement en 1840. C'était un voilier français qui montait à Tahiti, qui est territoire français encore, des premiers chevaux venant d'Algérie. Puis il a été drossé par une tempête, il a dû abandonner les chevaux sur l'île. Ils se sont reproduits puisqu'il y a un peu d'herbe rase sur l'île. Et finalement, pour les indigènes, c'est merveilleux, c'est leur seul moyen de survie, vous voyez. Il y a quelques moutons, mais tout ça a été importé. C'est pour ça qu'autrefois, l'île de Pâques, vous m'avez posé tout à l'heure une question sur le cannibalisme, un monsieur,
Il y avait du cannibalisme forcé, ces pauvres gens. Il y a des moments où il y avait surpopulation, il fallait bien qu'ils se tuent pour vivre. Vous voyez, autrement, ils mourraient de... Mais autrement, il n'y a pas d'animaux. Il y a des oiseaux de mer, c'est tout. Oui. Comment est-ce que les indigènes élevaient ces statues? Ils élevaient ces statues. Alors voilà, il y a deux techniques. Il y a la technique qu'on peut dire, avec des moyens mécaniques normaux. C'est impossible. Tout a été essayé. Et ça, c'est le grand problème de l'île de Pâques. Alors, essayer de vous répondre, c'est difficile parce que je vais faire sourire des milliers de téléspectateurs qui sont des gens logiques, qui pensent que 2 et 2 font simplement 4 encore, mais qui ne savent pas qu'il y a une autre arithmétique de M. Einstein. Eh bien, je vais vous dire que ces statues ont été levées probablement en utilisant les courants telluriques qui sont très importants sur l'île de Pâques. Les courants telluriques, ce sont les courants, vous m'avez posé, mademoiselle, une question sur les dolmens. Si vous, un jour, ça vous intéresse, les dolmens, vous remarquerez qu'en Europe, les dolmens sont toujours sur les courants telluriques. Simplement, ce sont des courants que nous ne savons plus utiliser, bien que, par exemple, les grands départs de fusées spatiales en Russie se font le long des courants telluriques. Mais je crois que je vais trop loin dans une émission comme ça. C'est pas la peine de recevoir de milliers de lettres de gens qui vont me dire, monsieur, où allez-vous? Est-ce que ces statues sont les seuls vestiges préhistoriques de Non, l'île? il y a des petits objets extrêmement rarissimes à l'île de Pâques. Il y avait aussi une écriture. C'est le seul endroit dans toute la Polynésie où il y a eu une écriture. Ce qu'on appelle les fameuses tablettes de l'île de Pâques. C'était des tablettes d'un bois très spécial qu'on appelait le toromiro, qui a disparu et qui était gravé le signe. Pour vous donner un exemple, c'est pas exactement ça, mais comme les hiéroglyphes égyptiens, oui, d'idéogrammes. On appelle l'idéogramme des signes qui visuellement représentent quelque chose. Vous voyez, un oiseau ou autre chose. Enfin, je simplifie la question. Oui. Pourquoi est-ce que la plupart de ces statues regardent vers un point donné du ciel? Regarde. Vers un point donné du ciel. Comment avez-vous su ça? J'ai lu sur d'autres livres où parlaient de ces statues-là. Alors, bon. Puis sur un livre où ils approfondissaient pas assez, ils disent... Eh bien, en effet, il y a 2 sortes de choses. Il y a les statues qui ont été déplacées et qui se trouvent autour de l'île. Alors, elles ont toutes le dos tourné à la mer, et elles regardent tout le centre de l'île, hein, c'est-à-dire le volcan sacré. Et au volcan sacré, les statues regardent toute la mer. Ce sont celles-là qui regardent des points précis du monde, vous voyez. On prend leur direction d'axe de visibilité et on s'aperçoit que ça tombe sur des points assez précis, ce qu'on appelle des hauts lieux. Mais ceci est une étude exhaustive que j'ai faite, mais qui n'est pas vérifiable, si vous voulez, a priori. J'ai simplement calculé tous les angles de vue des statues et je me suis aperçu qu'ils regardaient des points du monde assez intéressants. Vous voyez, quand d'un endroit, vous voyez qu'un monument regarde dans la direction, disons, des pyramides, ou disons de Lhasa au Tibet, ou d'autres endroits très graves comme Stonehenge, il y a quelque chose d'intéressant, vous voyez. Maintenant, aller plus loin, c'est peut-être trop s'avancer. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas, ce qu'il y a de passionnant. Francis Mazière, je suis désolé, mais je crois que le minutage va nous obliger à interrompre maintenant cette émission toute passionnante. Peut-être une dernière question. Vous, quel est le point du monde que vous regardez maintenant et où allez-vous diriger vos explorations? Je ne dis rien pour l'instant, non pas que je veuille ne pas dire où je vais, mais comme je vais dans des endroits souvent très très durs, et je suis décidé à y aller pour un endroit très très dur. Actuellement, dans cet endroit, il y a des événements qui ne permettent pas, vous voyez, de travailler très librement. Oui. Moi, je ne peux pas me permettre d'être ennuyé par des événements extérieurs, dans la mesure où moi, je veux vivre heureux avec les gens, apprendre la langue, il me faut donc du temps et faire donc une étude en profondeur. Alors, mon départ va peut-être être retardé pour l'instant. Et s'il ne peut pas, j'ai d'autres endroits très importants. En tout cas, je fais actuellement des recherches sur les corollaires de l'île de Pâques, sur toute la civilisation mégalithique dans le monde, c'est-à-dire une des premières civilisations avant le déluge. Voilà. Tout ce que je souhaite, c'est que, je pense que vous partagez mon avis, c'est que Francis Mazière revienne très prochainement à Cap sur l'Aventure pour nous présenter un sujet aussi intéressant. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Notre prochain Cap sur l'Aventure aura lieu dans un mois avec un autre invité, naturellement. Bon week-end.